Voilà, nous vous proposons de reprendre notre séance. Voilà, je crois que tout le monde est en train de revenir. Les gens sont aussi en ligne. C'est parfait. Oui, micro-table. Voilà, comme ça, parfait. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Donc nous allons poursuivre ces derniers intervenants de cette matinée consacrée à qu'est-ce que l'hypnose et différents portraits de François Roustan, thérapeute, aussi dans la thérapie, avec ses collègues thérapeutes aussi. Et nous avons là le plaisir de pouvoir entendre maintenant aussi le docteur Jean-Marc Benayem, que vous connaissez sans doute déjà aussi. Il est depuis de très nombreuses années investi dans l'enseignement de l'hypnose. Il a collaboré très étroitement avec François Roustan durant toutes ces années, au fil d'une longue amitié aussi, dans cette idée de la transmission aussi d'une pratique, plus que d'un savoir, surtout d'une pratique, et de nombreuses générations on peut dire ça comme ça maintenant, de thérapeutes, de soignants, ont bénéficié aussi de cet enseignement auquel participait beaucoup aussi François Roustan comme enseignant. Donc c'est avec plaisir que nous allons entendre maintenant Jean-Marc Benayem qui va nous parler de la pratique de François Roustan. On va conclure aussi cette matinée sur cette dimension pratique que nous avons déjà traversée durant cette matinée. Je te laisse la parole, Jean-Marc. Merci. Merci Eric et merci à Monique de son invitation. Je suis touché de partager avec elle ces souvenirs toujours très émouvants. Quand j'ai rencontré François Roustan en 83, pendant ma formation hypnose, il était encore psychanalyste, mais il commençait à se poser des questions. Quand je l'ai revu en 92, 93 par là, il avait commencé à publier. Et quand je suis allé, si je puis dire, le chercher en 96, il avait déjà pas mal basculé vers l'hypnose. Et bien sûr, c'est toujours quelque chose qui m'a préoccupé, puisque j'avais fait moi aussi une analyse personnelle et qui m'a tout bien plu, bien entendu, et aidé. Et je me demandais, mais comment tu fais pour glisser, si je puis dire, vers l'hypnose? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis j'ai retrouvé un petit interview de François, mais qui m'avait déjà présenté les choses comme ça. Un interview par Martin Legros en 2011, mais quand je lui posais des questions sur comment on peut passer de l'un à l'autre, voilà ce qu'il dit. J'ai essayé d'introduire dans ma pratique de psychanalyste un peu d'hypnose. C'est pas simple. Quand on connaît, et c'est le cas ici, le déroulé, la structure de la psychanalyse, comment faire pour passer des suggestions, comment faire pour... Il a tenté pour voir si c'était compatible en quelque sorte. Un cas particulièrement pénible, je reçois une personne, une femme suicidaire, qui lui demande une consultation. J'étais très inquiet comme psychanalyste, il était encore installé psychanalyste, et comme il l'a senti très mal et qu'il n'avait pas beaucoup de disponibilité en temps pour pouvoir l'aider, je me suis permis de lui suggérer quelques moments de détente. Donc il intervient verbalement en disant « Pouvez-vous vous installer ?» Ressentir son corps, ça a été dit à plusieurs reprises par Eric Bonvin, vivant, ressentir son corps, etc. Bon, c'est très résumé, bien sûr. Et très vite, dit-il, elle s'en est sortie. Bon, je n'ai pas les détails. Et il dit à Martin Legros, et elle vit toujours. Longtemps après, elle avait fini sa psychanalyse, il rencontre cette personne, je ne sais pas dans quel contexte, qui l'agresse verbalement. Et elle lui dit « Vous m'avez fait ce jour-là une sorte de séance d'hypnose. C'est une honte.
François lui répond, mais madame, vous êtes vivante. C'est-à-dire, c'est ça qui compte. Ça n'a aucune importance, lui répond-elle. L'important, c'est d'être fidèle à la doctrine et à la pratique psychanalytique, pas d'introduire une nouvelle méthode. C'est rude, hein? Mais cela nous montre aussi la difficulté de combiner, peut-être c'est faisable, certainement. Ça nous montre aussi, et c'est confirmé, que pour aller bien, il faut suivre le chemin du patient. Et là, il ne lui a pas dit « est-ce que vous seriez d'accord, semble-t-il, pour faire quelque chose de différent, etc. » Il a senti mal, il a dû proposer « est-ce que vous pouvez ressentir votre corps ?» ce qui ne lui avait jamais été proposé dans toute sa pratique psychanalytique. Elle va mieux, elle a vécu, elle a survécu, on ne connaît pas les détails, mais pour nous c'est intéressant de voir que c'est quand même le chemin du patient qui compte, et là évidemment elle a été très choquée parce que je vais mieux, mais c'était en quelque sorte votre chemin qui était imposé. Enfin voilà, c'est une drôle d'histoire qu'il racontait. Bon, difficile d'en dire plus. Peut-être qu'on pourrait maintenant passer, il me semble, si vous êtes d'accord, une vidéo. Voilà, si le responsable technique pourrait passer la vidéo. C'est une vidéo, voilà ce qui s'est passé en... Je ne sais plus en quelle année. On s'est vu pendant 20 ans, au café, au resto, avant les cours, pour préparer. Et puis un jour, je lui ai dit quand même, c'est bien qu'on ait des images, que ce ne soit pas que du blabla. J'aimerais te voir et t'interviewer. Harry était là, et on va au parc Monceau, ce qui n'était pas une super idée, parce que c'est un peu bruyant dans le fond, mais bon, voilà, on voulait un beau décor. Et je pose quelques questions, ça dure juste 5-6 minutes, hein, pendant lesquelles il est déjà très très avancé dans l'hypnose, beaucoup. Et je voudrais savoir, moi, si on peut encore avancer, simplifier, enfin voilà. Donc voilà la vidéo. Si on peut la passer, ça y est, peut-être réduire un peu la lumière, mais ça, c'est le technicien qui va le faire à sa manière. Ce qui me semble fondamental, c'est de distinguer très fortement l'hypnothérapie de toutes les autres psychothérapies. Et je proposais d'utiliser comme couperet le fait que toute psychothérapie se présente comme un exercice privé, alors que l'hypnothérapie, elle, peut très facilement se pratiquer en public, c'est-à-dire devant un public. Et là, il y a une différence fondamentale. Et la différence, ça va du fait qu'on considère qu'une psychothérapie, c'est quelque chose qui met en scène tous les secrets d'une personne, alors que l'hypnothérapie, elle, considère qu'une personne n'existe qu'en relation avec tout l'entourage et qu'au fond, il n'y a rien à cacher. Tout est évident. Dès que tu rencontres une personne, eh bien, tu peux en déduire tout ce que tu veux. Non, le langage n'a plus du tout le même statut. Dans une psychothérapie, le langage est fait pour expliciter les sentiments, les pensées, éventuellement l'histoire d'une personne, alors qu'en hypnothérapie, on fait marcher le langage à l'envers. Et de deux façons différentes. D'une part, le langage n'est pas tellement utilisé par le patient. Bien sûr, au début d'une séance, le patient peut parler, mais ce qui est fondamental, c'est que c'est le thérapeute qui parle en vue d'abord d'induire la transe. Et ensuite, le langage utilisé par le thérapeute n'est pas un langage qui a un sens. C'est un langage qui est fait pour créer la confusion, qui est fait justement pour troubler le patient pour qu'il perde la tête. Donc là, il y a quelque chose qui est complètement différent comme utilisation du langage. C'est un langage qui est sans signification. Sans signification, qui ne cherche pas du tout à avoir un sens, mais qui a pour visée de changer la position de la personne dans son existence. Et d'abord de changer la posture.
qu'est-ce que tu dirais d'essentiel à un jeune collègue qui s'intéresse à l'hypnose et qui voudrait l'apprendre? Ben, je lui dirais d'abord, la chose fondamentale que vous devez faire, c'est vous placer vous-même dans votre propre existence, de telle sorte que vous y soyez tellement enfoui que vous n'ayez plus à vous poser de questions. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que vous soyez tellement à l'aise dans votre existence que vous n'ayez plus besoin d'en parler. Et la deuxième chose, c'est de bien vous placer, vous, en face du patient, de telle sorte que lui aussi puisse trouver sa propre posture dans son existence. Et c'est ça qui est fondamental pour un changement quelquefois radical et profond d'une personne par rapport justement aux difficultés qu'il peut rencontrer dans son existence. En quoi l'hypnose, est-ce que l'hypnose a changé quelque chose de radical dans ta façon de soigner et en quoi? Certainement, elle a changé quelque chose de fondamental d'abord dans mon existence, à moi. C'est-à-dire que je ne cherche plus à savoir qui je suis, ce que je pense, ce que je ne pense pas, mais au contraire, j'essaye de faire taire tout ça pour bien me placer dans mon propre corps et adhérer à mon existence quelle qu'elle est, sans savoir tellement ce qu'elle est. D'ailleurs, la chose fondamentale, c'est que je n'ai plus à me demander qui je suis. Je suis comme je suis, c'est tout ce que j'ai à faire. Et qu'est-ce que je dirais qu'est-ce qui a changé dans la façon d'aborder les patients? Oui, c'est complètement différent. Je ne demande pas aux patients de me raconter leur vie, de savoir quelle a été leur histoire par le menu, pour essayer éventuellement de soupçonner pour quelle raison il a des symptômes ou pour quelle raison il va mal. Tout ce que je cherche, c'est à demander aux patients, maintenant, d'entrer dans un silence le plus profond possible pour lui, de telle sorte qu'il puisse se placer différemment. Par exemple, très souvent, je demande aux gens, est-ce que vraiment vous êtes bien dans ce fauteuil, ou est-ce que vous ne voudriez pas plutôt marcher, ou être debout, ou vous asseoir par terre, ou vous allonger sur le divan? Trouvez la bonne position, la bonne posture de votre corps. Je pense que ça changera la position que vous avez dans votre existence, et par le fait même, les symptômes et les problèmes que vous avez tombent. Ta pratique et ta réflexion au sujet de l'hypnose est déjà très avancée avec plusieurs ouvrages sur cette question. Est-ce que c'est abouti ou est-ce que cela peut encore évoluer? Je suis sûr que ça peut encore évoluer, et si je soupçonne dans quel sens ça puisse aller, ça peut aller vers une simplicité beaucoup plus grande et une part de silence quasi extrême. Maintenant, je passe des séances, quelquefois, pendant une séance, un quart d'heure, 20 minutes, quand les choses sont pas mal situées, que la personne peut travailler son propre problème, eh bien, on peut rester en silence pendant très longtemps. Il suffit que moi, je sois extrêmement attentif, en particulier aux modifications corporelles de cette personne. Car il y a là toujours des signes très intéressants pour éventuellement reproposer quelque chose qui simplifierait encore plus. Mais ça semble désespérant de simplicité, et je pense qu'on peut aller toujours plus loin dans la simplicité, même si ça semble très très difficile. Ça va? C'est un peu émouvant pour ceux qui l'ont croisé, j'imagine. Si vous avez déjà des remarques, même à haute voix, on peut. Dans tout ce qu'il a dit, il y a déjà tellement d'éléments qui décrivent sa façon de voir la thérapie, sa façon d'agir, sa façon de... Oui. Je vais reprendre à haute voix. Vas-y. Ça fait penser à la méditation? Aux méditations en général? Aux méditations en général, où à un moment on atteint un silence
qui est très, très, très long, qui peut être très long, et où on est... Et c'est une question que je lui ai posée, bien sûr, et qu'on s'est posée. La différence, mais vois si c'est plausible, si on peut le dire comme ça, c'est que là, on est dans un soin, dans une thérapie. C'est-à-dire que le silence intervient de manière bénéfique une fois qu'il y a une proposition qui a été faite. Par exemple, de celles qui ont déjà été dites, est-ce que vous êtes là dans le fauteuil? Après, il peut se taire. Il y a quelqu'un qui formule une suggestion, une proposition. Est-ce que vous ressentez votre corps vivant? Après, il peut s'arrêter 20 minutes. Voilà, c'est ça la différence. Mais l'état de transe ensuite que l'on trouve, oui, bien sûr, ça ressemble. L'hypothèse qui est vérifiée au niveau neuroscientifique, c'est que la personne, et nous sommes, ça nous arrive à tous, dans un état restreint, qui peut être obsessionnel, angoissé, répétitif, voilà, c'est restreint, c'est pour ça que ça ne va pas bien, c'est pas souple, c'est rigide. Et l'idée, c'est que la transe hypnotique, on appelle ça comme on veut, en tout cas, cette nouvelle disposition élargie de perception va permettre de remettre en contact les différentes aires cérébrales qui peuvent collaborer pour sortir de cette souffrance. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'il a fait une proposition, il se tait, alors que souvent les hypnothérapeutes ne se taisent pas, sont très bavards. Il se tait pour qu'il puisse venir quelque chose vraiment du patient dans ce vide, ce silence, cette absence. Mais je fais quoi? Il se passe quoi? Pourquoi il dit rien? C'est fini, c'est pas fini. Et il re-rentre dedans jusqu'à ce que, en fait, les connexions se refassent. Et la personne peut sortir d'une manière tout à fait étonnamment en disant: ah, mais ça a tout changé. Ah, mais il n'a rien dit, il ne sait rien. Mais si, il a juste laissé se reconnecter des zones qui étaient trop cloisonnées. Tu vois, ça répond un peu. C'est-à-dire que ça me fait quand même penser à des méditations où il y a des modifications des états de conscience et qui sont pas induites. Mais enfin bon, je pense à une méditation bouddhiste qui s'appelle Shiné, où les personnes vont vers la méditation parce qu'elles souffrent. En fait, c'est comme une espèce de thérapie, en fait, puisque le Bouddha était un médecin. Oui. Mais je crois que c'est un autre sujet, mais qu'on pourrait retravailler. Je lui ai posé ces questions, bien sûr, puisque j'étais tellement curieux et d'avoir son avis surtout. Et il m'a dit, écoute, vas-y où? Il me dit, va au Japon. Ah, oui, bonne idée. Donc, on est allé voir les temples bouddhistes en France, à Paris. Après, on est allé au Japon. Et pour croiser, questionner, c'est pas juste voir les temples, c'est pour voir des moines bouddhistes et discuter et avancer sur ce que tu viens de dire. Oui, il y a des mais points. Il ne s'agit pas de discuter, il s'agit de pratiquer, parce que tant qu'on ne s'est pas assis dans une position d'ailleurs qui est très inconfortable au départ, et qu'on n'a pas fait le silence en soi, ça ne sert à rien. Enfin, je parle pour moi, hein, bien sûr. François Roustan, tu me dis, vas-y, fais-le. C'est pareil. Non, parce que pour y aller, il faut vraiment être très très mal, parce que voilà. Et non, mais c'est bien, c'est une injonction, c'est pas juste du blabla, t'as raison. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou j'ai des cas cliniques à vous présenter? Oui, vas-y. Non, c'est parce que moi aussi, quand je vois et je revois cette vidéo, je trouve que c'est une telle densité que peut-être tout est... Olivier de Palaisieux, je suis un peu d'accord sur l'état méditatif avec vous. Et on sait en neurosciences qu'on éveille les mêmes zones du cerveau en méditation qu'en hypnose. Donc effectivement, l'état modifié de conscience, il y a une grande similarité. Mais je pense que ça va plus loin parce que là, ça ferait aborder la méditation telle qu'on la voit au niveau bouddhiste et la méditation dans notre civilisation laïque, telle qu'elle a été laïcisée.
Et il ne faut pas oublier que la méditation dans nos pays occidentaux, elle est guidée, ce qui n'est pas le cas dans les civilisations bouddhiques. Et ça, c'est important de le préciser. Donc, à partir du moment où elle est guidée, il y a une forme de suggestion. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Peut-être pas celui de tout le monde, mais certains qui pratiquent que la méditation me rejoignent aujourd'hui. Mais ça va un peu plus loin dans cette vidéo qui est magnifique, qui va très loin parce qu'il parle quand même, d'une certaine manière, de l'impermanence dans son discours. On retrouve aussi ces éléments bouddhiques. Donc, vous voyez que sans aborder de spiritualité, on atteint un domaine de l'être humain quand il dit je m'en fiche, je suis ce que je suis, et puis voilà. Il y a une notion fondamentale dans l'être tel qu'il est, et justement dans sa posture qui met le patient, finalement, qui lui dit soyez là où vous êtes. Comme nous a dit très justement notre consoeur tout à l'heure, quand elle disait à François Roustan j'ai l'impression d'avoir le cul entre deux chaises, oui, prenez cette posture, et tout est là en fait. Merci. Merci Olivier. Alors, pardon, vas-y. Avec plaisir. Tu as un micro. Il me semble. Ça Si. marche ? Oui. Il me semble qu'il y a deux sens de l'expression non-sens. Dans l'extrait que Jean-Marc Benayem a passé, François Roustan dit qu'il s'agit de faire marcher le langage à l'envers, qu'il ne s'agit pas de produire un sens, mais qu'il y a une visée de changer la position d'une personne dans son existence, et d'abord de changer la posture. On dirait qu'il y a deux temps, mais on ne sait pas dans quel sens ça marche. Non. Mais Jean-Marc, lorsque tu commentes cela, au fond, défaire le langage, ça n'a plus rien à voir avec le sens, mais ça n'a plus rien à voir avec le sens parce que ça a à voir avec la reconnexion de sphères cérébrales. La question que je me pose, et je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres, c'est que défaire le langage, est-ce que ça a pour seul contenu la reconnexion de circuits neurologiques, ou bien est-ce que ça veut dire quelque chose sur la modalité de pensée qui serait... Est-ce qu'il y a une vertu dans le registre de la pensée de... Comment c'était dit, de faire marcher le langage à l'envers. C'est ça ma question. C'est-à-dire, et c'est une question qui se pose de façon récurrente entre les neurosciences et les diverses psychothérapies. Je me rappelle que dans une discussion avec Roland Jouvin sur le cerveau magicien, c'était... est-ce que c'est la dérision de la pensée ou est-ce que c'est une transformation de la pensée ? C'est-à-dire le fait que, naturellement, on a toujours un corps Oui. Et de la pensée ou des sentiments. Simplement, de temps en temps, on se rend compte qu'il y a toujours les deux, alors que d'habitude, tant que ça va, on l'oublie. Bon. Oui. Comme disait Spinoza, en effet. Mais défaire le sens, est-ce passer dans un autre registre que la pensée, ou est-ce que c'est penser autrement ? Voilà. Mais tu as répondu tout à l'heure. En fait, les deux. Pourquoi les deux ? Mais parce que ce n'est pas les deux en même temps. Ce sont des étapes successives. Mais tu l'as dit, est-ce que ce sont des étapes ? Oui, ce sont des étapes. Il y a une étape où on prend connaissance et on peut aller loin dans la discussion, l'interrogatoire. On ne s'en fiche pas du tout du patient, de son passé, de sa souffrance. Non, on prend plein d'éléments et François était très patient pour écouter. Ok. Ensuite, une fois que c'est dit, il cherche un éventuel point d'appui. Là, il faut qu'il trouble et qu'il mette une vraie confusion
et que le langage... Pourquoi? Parce qu'il faut quitter la tête. Si je reste dans la tête et dans le raisonnement, dans la logique, je tourne en rond, je me plains, voilà, je souffre, je ne trouve pas. Donc il propose de mettre de la confusion pour quitter la tête. Il ramène dans le corps, puisqu'il dit, vous êtes dans vos bras, vous êtes dans vos jambes, vous êtes dans vos pieds. Donc il ramène bien dans le corps, ça fait quitter la tête, enfin la tête, le mental. Voilà. Et ensuite, comme tu dis, les échanges se faisant de manière non consciente, parce que ça nous dépasse, il peut y avoir une réorganisation. Si le patient va mieux, hein, on a des échecs, mais si le patient va mieux, il peut dire « je vais mieux et je ne sais même pas pourquoi ». Il y a quelque chose qui s'est réorganisé et tu as tout à fait raison. Après, il peut reformuler avec son langage différemment de ce qu'il formulait avant. Donc tu as tout à fait raison sur les différentes étapes, mais ce sont des étapes différentes temporellement, bien sûr. Mais c'est illustré par des cas cliniques que j'ai répertoriés. Ça va, je compte? Ouais, c'est bon? Allez, mais vas-y. On peut intervenir. intervenir. On continue la discussion après. Oui, on peut. Clinique, on peut ouvrir la discussion. Oui, c'est très libre, on fait comme on veut. Ça, c'est juste pour reprendre, parce qu'à plusieurs reprises, tu as repris, Éric Bonvin, la notion de vivant, et c'est vrai que c'est une formule qui lui vient souvent. Mais là, c'est très court. Hein. Une femme gravement déprimée et même suicidaire. Après l'avoir écouté, François Roustan lui demande « Que ressentez-vous dans votre corps ?» Vous voyez, où est-ce qu'elle se situe? Elle a envie de mourir, elle souffre, il lui dit pas... Il lui a peut-être dit, puisqu'il a écouté longtemps, mais pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? C'est normal. Et puis après, il sent qu'il y a un moment où il faut quitter la tête. Donc, il le ramène vers le corps. Ce qui trouble toujours le patient, parce qu'il dit, attends, pourquoi il me parle de mon corps? Moi, je lui parle de ma souffrance, il me parle de mes épaules, de mes jambes. C'est comme ça. Il faut qu'il quitte la tête pour qu'il puisse y avoir une réorganisation. Il continue. Est-ce qu'en quelque endroit de votre corps, vous vous sentez vivante? C'est-à-dire, ça respire. Il cherche à ramener là où ça vit. Pas là où ça a envie de mourir, là où ça vit. Mais 1000 choses. À travers les mots, tout à fait d'accord Monique, le langage devient pauvre par rapport à tout ce qui se passe. Voilà, ça a été bien décrit par les collègues qui ont été soignés par François. À un moment donné, le langage est pauvre par rapport à l'immensité de ce qui se passe dans un corps comme bouleversement. Un autre cas clinique. La question est posée de nouveau par François Roustan. C'est des cas cliniques qu'il m'a raconté. Moi, je tapais. Un patient dépressif mélancolique. Monsieur, pareil, est-ce que vous pouvez sentir que vous êtes vivant? Après un certain temps d'écoute, bien sûr. Et il précise, parce que l'autre, il le regarde bizarrement, il dit, mais il raconte quoi? Non pas vivant, faisant ou pensant telle chose. Non pas vivant, faisant ou pensant. Parce qu'il a dû se dire, oh, il retourne dans la réflexion. Il dit, non, simplement vivant. Là. Et comme l'autre, il a encore un peu de mal, ce qui est logique. Est-ce que vous acceptez de vous réduire avec toute votre culture? Vous voyez, il ne jette pas, hein. Il prend la culture, vos connaissances, vos savoirs. Voilà. Il condense tout, il ne négative pas, il ne dit pas il faut revoir tout. Non, c'est bon, on prend tout. Et donc vous réduire à cette position actuelle d'être vivant. Il y a un autre élément encore chez François, c'est qu'il sent que si la personne ne va pas bien, c'est qu'elle est éparpillée. Donc il veut rassembler la pensée, les corps, les mouvements, les expériences, le passé, les drames, les joies aussi. Voilà. Il rassemble. Et il commente, ça, c'est ce qu'il me dit à moi, la transhypnose, c'est simplement se sentir vivant. Vous sentez comme ça éloigne. Mais comme disait avec Monique, c'est une étape. Il y en a eu d'autres avant qui étaient nécessaires pour qu'il y ait la confiance, la bonne relation, je me sens en sécurité, il est compétent, et après, je veux bien me sentir vivant. Il fait des petits commentaires. Les propositions et suggestions sont autant d'exercices visant à faire ressentir ce corps
qui est le seul point d'appui que nous ayons. L'attention doit se placer, dit-il, sur ce corps vivant. Il n'y a rien d'autre à espérer ni à désirer. Ça, c'est pour répondre au patient qui est dans une attente. J'attends d'être aimé, j'attends d'être reconnu, j'attends, ça vous en savez autant que moi sur les attentes, j'attends qu'on me demande pardon, j'attends des excuses, j'attends... Bon, enfin voilà, ça n'en finit pas. Et lui, il dit, rien à espérer ni à désirer, rien d'autre que ce corps installé dans le présent. Ça, c'est ce qu'il me dit à moi, c'est pas ce qu'il dit au patient, quoique il pourrait, mais suivant les contextes. La pensée se retrouve dépossédée de ses prétentions. Vous sentez toujours la rivalité qu'il y a entre la pensée qui s'est dilatée et qui maltraite, et pourquoi moi, et qu'est-ce qui s'est passé, c'est honteux, si j'avais su. Elle a des prétentions de prendre tout le territoire. Elle le fait d'ailleurs, et le patient ne va pas bien. Donc il faut vider un peu la pensée de ses prétentions, et c'est pour ça qu'il dit le meilleur moyen, c'est pas de faire la morale à la pensée, ça ne marchera pas, c'est d'aller vers le corps. Et d'ailleurs, il le dit, ces envies de domination sont désactivées. L'activité mentale va pouvoir s'installer à nouveau dans ce corps dont elle s'était éloignée. Ce serait ça la fissuration, voilà, que Françoise Sibiel disait tout à l'heure, la scission, là, le clivage, voilà. La pensée s'était éloignée du corps, elle fait comme ça tout le temps, la pensée. Elle dit non, le corps, je m'en fiche. Elle s'intéresse à elle-même, elle domine et elle maltraite. La fusion, quand il dit vous pouvez revenir dans vos pieds, ça trouble. À la fois, ça met une confusion. Je dis, mais je ne suis pas venu pour mes pieds, je suis venu... Enfin, qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, mes pieds, d'accord. Non, non, allez-y, monsieur, mettez-vous dans vos pieds. Bon, s'il insiste. Et on sent qu'il ne va plus être dans la pensée, parce que je ne peux pas être dans mes pieds et dans ma pensée. Il faut que je fasse des choix. Et si j'ai dit, bon, d'accord, les pieds, enfin, ou le dos, ou les jambes, à ce moment-là, je pense moins. Et on peut espérer, c'est ce qu'il dit, la fusion, ce serait le signe de la guérison. Voilà, mais ça c'est une généralité. À chaque patient, mais comment je fais pour voilà, que ce soit accepté, pour que le patient se sente entendu, respecté, considéré. Enfin, il y a tout un chemin qui sont des étapes antérieures, hein. Il ne dit pas ça dès que le patient s'installe dans le fauteuil, bien sûr. Ça va? J'ai d'autres cas cliniques. Est-ce qu'il y a à ce stade, si vous voulez réagir peut-être à ces cas cliniques que présente Jean-Marc Benayem? Bon, j'en ai d'autres. Okay. Voilà, un jour, je lui dis, écoute, tu me racontes des cas cliniques, c'est passionnant, parce que c'était tellement fort, tellement original, tellement vécu, que je lui ai dit, écoute, écris-les, parce que moi, j'enregistrais sur mon portable, et des fois, je ne mettais pas sur papier. Des fois. Et puis, il m'a dit, bon, d'accord, je les écris. J'ai dit, voilà, mais même en succinct, comme ça, pour qu'on puisse ensuite les présenter comme je les ai, je crois, jamais présentés en cours, mais ce sera peut-être l'occasion au prochain cours. Cas numéro 1. Un homme de 40 ans vient, c'est ce qu'il m'envoie par mail, ou je ne sais plus, oui, vient pour la 3e fois. La seconde séance, il lui dit ne plus attendre que quelqu'un l'aime. Enfin, c'est ce qu'il me transmet. Ne rien attendre des autres. Voilà, vous sentez que cette position d'attente, évidemment, de quelque chose qui ne viendra pas et donne de la souffrance. C'est un homme intelligent et sensible qui se fait toujours avoir, dit-il. Histoire catastrophique. Vous voyez que l'histoire du patient l'intéresse, bien sûr. Mère morte dans son enfance, père suicidé, frère délinquant pour lesquels il s'est dévoué.
Donc toute la structure, si je puis dire, de souffrance, de plainte, de mentalisation intense, voilà, est cohérente, puisqu'il a vraiment tellement souffert qu'il se pose 20 000 questions. Mais c'est quoi la vie, et c'est quoi ses parents, et pourquoi je suis... Voilà, etc. Pas pour se souffrir, hein, pour essayer d'être rassuré. Si je comprends quelque chose, peut-être ça va m'apaiser. Il s'est donc dévoué pour les fans. Aujourd'hui, il veut de l'hypnose, mais il ne cesse de parler. Je lui demande s'il est d'accord pour se concentrer sur ce qui a été découvert la fois précédente. Donc, vous voyez sa technique. Quand il y a une logorée, quand il y a une répétition de la plainte, tac, il intervient. Est-ce que vous pourriez, parce qu'il sent que ça tourne en rond, que ça ne va pas être productif, donc il se permet, pour contrecarrer son dévouement pathologique, envers ses frères par exemple, ou envers tout le monde, qui répond au besoin d'être aimé, ce qui est cohérent, hein, vu la souffrance qu'il a eue, il faudrait qu'il tienne debout tout seul. Donc il a senti, voilà, mais ça a été dit par Sylvie, qu'il est un peu devin, il a senti que le patient s'appuyait sur « j'attends d'être aimé ». C'est-à-dire que ça le met de travers. Il se met à dépendre. Il est d'accord. Il demande son... Donc vous le faites, dit-il. Voilà, c'est ce qu'on disait à l'instant. Il renacle. Je lui explique qu'il s'agit pour lui de se mettre dans la position du petit enfant qui vient de naître, qui comprend tout et qui sent tout de l'atmosphère de l'environnement et qui y répond. Vous sentez l'intensité, même déjà le langage est fort, l'intensité de tout ce qu'il y a derrière juste cette phrase. Il me dit, il répond donc à François, c'est comme si dans mon enfance, on m'avait donné une fourchette et un couteau, le couteau pour prendre la viande et la fourchette pour la couper. C'est le patient. C'est ce qu'on nous dit toujours, hein. On y dit toujours, mais ne fais pas des métaphores, prends celle du patient. Voilà, c'est un cadeau. Je lui demande de prendre l'un et l'autre dans ses mains, de décoller les bras du fauteuil. Voilà, il le fait, et parfois le thérapeute, il le fait aussi pour être imité, et de les écarter. Voilà, il l'a dit. Donc c'est bien le chemin du patient. Fermer les yeux et attendre que les deux mains se rejoignent et fassent l'échange des instruments. Opération réussie. Je lui demande s'il veut revenir. Il me dit fermement, que ce n'est pas la peine, car il est à sa place. Il me dit qu'il voudrait cesser de fumer. Je lui réponds qu'il peut le faire aujourd'hui. Bon. Non, dit-il, pas aujourd'hui. Le patient, c'est le patron, hein. Pas aujourd'hui, mais le 1er janvier. Grande fermeté dans sa décision, hein. Il sent qu'il prend les choses sérieusement en charge. Ça veut dire qu'il tient par lui-même. Pas « je veux revenir vous voir, vous allez me dire… » Non, non, ça y est, c'est fait, je suis un adulte. François, pour finir, je lui demande s'il peut m'envoyer une ligne dans 1 mois ou 2, et il dit « c'est pour mon métier ». En fait, non, hein, c'est parce qu'il s'inquiétait. Le patient allait très très mal. Mais on ne peut pas dire « je m'inquiète », ça ne va pas. Je ne peux pas dire « il faut me rassurer », ben non, ça ne va pas. Donc il dit un petit mot, c'est pour mon métier. Ça va ? Un autre ? Dernier. Vas-y, oui. Vas-y. Parce qu'on doit finir à 13h, hein, c'est ça, Monique ? Oui. Ah. D'accord. Alors, Catherine Loutre-Guibert, psychiatre, je trouve que ce cas clinique, il est remarquable parce qu'on voit très bien comment François travaille. Ouais.
C'est-à-dire, il dit au patient adhérer, il perçoit que le patient n'a pas, ne se sent pas aimé, qu'il va s'appuyer là-dessus et qu'en contrepartie, il va en faire trop pour que l'entourage l'aime. Donc il lui dit, revenez quand vous étiez petit, les tout petits enfants, ils s'adaptent au contexte pour laisser les choses se transformer. C'est là qu'arrive l'image chez le patient du couteau et de la fourchette qui sont inversés. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est un peu de travers. Donc il utilise la métaphore du patient pour qu'il remette les choses à l'endroit, c'est-à-dire qu'il lâche son attente d'être aimé, qu'il arrête son dévouement pathologique, et c'est là que ça change. Oui. Je trouve qu'on voit très très bien comment il travaille. Je veux bien l'illustrer, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, revenir à l'état d'enfance, de petit enfant, c'est être vraiment dans des relations hypnotiques. Oui. Parce qu'en fait, l'hypnose, c'est un état physiologique. Tout le monde le connaît et il n'y a pas d'activité réflexive quand on est là-dedans. C'est-à-dire on est dans la totalité de ce qu'on est, corps-pensée. Ouais. Il n'y a pas de distinction, on ne peut pas dire « je ». Et c'est là où les choses peuvent se réorganiser. Et donc quand on revient à un état de veille plus ordinaire, les choses sont différentes, y compris au niveau de la pensée. C'est pour répondre un peu, je ne sais pas si ça répond à la question que tu avais, Monique, tout à l'heure, sur est-ce que la pensée est différente, est-ce qu'on laisse tomber la pensée ou pas. L'état d'hypnose, c'est un état où il n'y a pas de distinction entre la pensée et le corps. C'est une espèce d'unité où tout se met à circuler. Et donc, quand le patient sort de la transe, quand la thérapie a réussi, du coup, le positionnement du patient peut entraîner une pensée différente ou la manière de penser différemment les choses et sa vie. Oui, absolument. Pour moi, c'est ça la thérapie. Moi, je trouve que dans cet exemple, qui est en effet si intéressant, je trouve que le thérapeute a su susciter un acte d'invention chez le patient, parce que Roustan dit, vous êtes un tout petit enfant, mais un tout petit enfant ne se sert pas de fourchette et de couteau. Donc, l'image de fourchette et de couteau, c'est très très inventif de la part du patient. Et à la fois, c'est qu'il ne veut pas être bébé, et en même temps, c'est qu'il accepte quand même le jeu proposé par le thérapeute. Oui. Et c'est ce mélange-là que Roustan accepte, qu'il fait fructifier, si je puis dire. Absolument. Et j'ai un autre cas que je peux qui va illustrer de nouveau, puisque pourquoi, mais ça vous savez déjà, pourquoi les métaphores nous intéressent. Mais bon, c'est parce que de nouveau, on est en train d'objectiver quelque chose par rapport à si c'est juste intellectuel, c'est une étape. Après, comment objectiver pour pouvoir modifier une perception? Puisqu'au fond, l'hypnose, c'est ça, c'est modifier une perception. Janvier 2011, François reçoit, ça arrive, c'est pas fréquent, hein, reçoit une lettre d'un patient qui lui écrit 4 mois après sa séance d'hypnose. Donc, de temps en temps, il y a des patients qui répondent. « Cher monsieur, je vous ai consulté en septembre 2010. En effet, je vous indiquais que je sentais comme une contrainte qui m'empêchait de me réaliser. Une sorte de boulet au pied. » Vous imaginez la réaction de François ? La proposition. Vous m'aviez alors invité à m'interroger sur la possibilité d'aimer mon boulet. Puisqu'il voulait s'en débarrasser. Or, on ne peut pas se débarrasser, il faut tout garder et intégrer, bien sûr. Aujourd'hui, et depuis notre rencontre, il me semble que j'aime nécessairement mon boulet. En tant que j'ai pris conscience que c'était une partie de moi. Et que ce serait s'amputer que d'y renoncer. Peut-être François a dit des choses dans ce sens-là, hein, on ne sait pas trop.
En tout cas, il ne se veut plus s'en débarrasser. Il s'ensuit que ce qui m'apparaissait autrefois comme étant un mur qui se dressait devant moi est devenu une porte qu'il m'appartient ou pas d'ouvrir. Encore une métaphore. Est-ce que François y est pour quelque chose? Peut-être. Un grand merci donc pour votre aide et, si vous me permettez de vous paraphraser en terminant ainsi, quand on est à sa place, les problèmes sont résolus en même temps qu'ils se sont posés. C'est comme ça que lui s'en souvient, en tout cas. Ça paraît un peu magique, mais il nous faut du temps quand on souffre pour retrouver notre place, bien sûr. Retrouver notre place, c'est très corporel, bien entendu, puisque est-ce que je suis bien dans mon corps, donc je quitte bien la tête, etc. Et c'est complètement physiologique, puisque c'est aussi les neurones qui disent oui, bon, bah, faut que je m'adapte, hein, c'est comme ça. Et en quelque sorte, ça y est, je digère. D'ailleurs, on dit ça tout le temps, hein, je digère, j'assimile. Encore une dernière, bon, parce que s'il y a des questions, puis je ne veux pas déborder. Février 2011, un homme vient me voir avec une histoire personnelle très lourde. Il faut bien une histoire personnelle lourde, hein, sinon c'est à la base de tellement de souffrances dans une vie. Il évoque ses hospitalisations en psychiatrie, ses divers médicaments, ses souffrances. Donc il l'écoute, bien entendu. Au bout d'un moment, je lui dis, donc première étape, il entend, il intègre, il retient, il est bienveillant, il fait le travail, la relation est bonne, etc. Une fois que tout est là, disponible pour muer en quelque sorte, il commence à jouer. Combien pesez-vous? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de thérapeutes qui aient jamais posé ça. Ça t'est arrivé? Alors, patient. 78 kilos, lui répond le patient, intrigué et surpris. Qu'est-ce qu'il a répondu, François? Ce n'est pas assez lourd. Bien vu, je lui réponds. L'autre, comment cela? Donc, vous voyez, la confusion, le corps, tout est là. Hein, et puis ça joue. Ça joue, ça veut dire qu'il ne faut pas faire trop sérieux. Si c'est sérieux, on va tous pleurer ensemble, c'est horrible. Donc il faut mettre un peu de légèreté. Oui, je sais bien, c'est dramatique, mais je n'ai pas le choix, etc. C'est pas assez lourd. Comment cela, dit-il? Monsieur, tout ce dont vous m'avez parlé, mettez-le dans votre corps, jusqu'à ce qu'il pèse très lourd. Emplissez votre corps de tout ce que vous avez évoqué et portez attention à votre corps. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, n'est-ce pas, qu'il faut rassembler. Le patient lui répond, « Le bas de mon corps est collé au fauteuil. Il pèse 1 tonne. Le haut du corps est léger. Je me sens bien. » Qu'est-ce que dit François? Bon, on n'y était pas, hein, on ne connaît pas ce patient. Il dit « ajoutez encore ». Il a ses raisons, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il trouvait que dans la posture, c'était pas... Ajoutez encore. Je me sens de mieux en mieux. Avec des longs silences, bien sûr. Comme je n'avais pas été depuis longtemps. Attention, la pensée réapparaît. Mais brusquement, je me dis que c'est trop simple. Ah oui, comment la tête, elle veut redominer, hein, en disant « Eh oh, tu ne vas pas te laisser guérir comme ça, hein. Ça fait trop longtemps que tu souffres. » Qu'est-ce qu'il va faire pour éteindre la tête? « Je sais, dit-il, c'est toujours ce que l'on dit à propos de l'hypnose, c'est trop simple. » Eh bien, qu'est-ce qu'il lui propose? Mais oui,
Eh bien, cette remarque que vous venez de faire, mettez-la dans votre corps avec le reste. Vous sentez que notre position de soignant, nous sommes sensibles à ce qui se passe, mais il faut tenir bon. Si je suis blessé par le reproche, c'est trop simple, votre technique, j'y crois plus, j'y crois pas, ça y est, on s'effondre, nous aussi, tous. Lui, il est cool, hein. Il dit, ouais, ça aussi, j'en veux pas, absorbez-le. Ne le laissez pas dehors. Le sang-froid qu'il faut pour... c'est François. Hein. Mettez-la dans votre corps avec le reste, puis augmentez encore la charge et la consistance. Ça, c'est un mot qu'il aimait bien, la consistance. Le patient dit, je me sens très bien. La séance se termine. Le patient dit, je reviens quand ? Pas besoin, le travail est fait. Je suis là si vous avez besoin. Envoyez-moi un petit mot dans quelque temps pour me dire où vous en êtes. Donc il ne dit pas, je ne veux plus vous voir. Il est là. Et parfois il dit, oui, revenez la semaine prochaine. Non, il n'y a pas de protocole. Et moi je réponds à François, parce que donc, c'était donc en audio. Et j'ai dit, tu dois être très frustré de ne pas savoir la suite, puisque tu ne les revois pas souvent, pas forcément. Il dit, oui, c'est très frustrant, c'est vrai, d'autant qu'ils ne m'écrivent pas souvent. Voilà. J'en ai d'autres encore. Mais c'est là. Merci. Merci à Jean-Marc Dumoulin. S'il y a des questions. Oui, je crois que Olivier. Un instant. Jean-Marc, par rapport à ce que tu as dit, notamment sur le cas clinique d'avant et sur le choix que tu as fait des cas cliniques où on est clairement dans une extrême suggestion, hein, c'est clair. Et je pense à tous les détracteurs de l'hypnose qui disaient « Ah, oh, l'hypnose, non, c'est trop suggestif, moi je ne veux pas faire ça ». Pourtant, dans le cas clinique précédent, il y a la réponse à cette question qu'a formulée le patient quand François Rostand lui a dit « Vous voulez arrêter de fumer ?» Bah là, arrêtez. Non, 1er janvier. Là, qu'est-ce que tu en penses ? Il faut reconnaître. Bon, mais ça, vous savez déjà, les psychanalystes savent mieux que moi. Hein. Il faut reconnaître que quand Freud s'est intéressé à l'hypnose, qu'il est allé voir Charcot travailler, c'était quand même assez agressif, la pratique de l'hypnose. C'était je commande, je ridiculise, mais presque, je manipule, allez-y, faites une contracture, faites une chute par terre. Enfin, c'était assez violent. Donc, je peux comprendre que l'hypnose dans les années 1880-90 soit vue comme... voilà. Je pense que si Freud, bon, c'est un peu une idée comme ça, avait vu plutôt travailler Milton Erickson, peut-être qu'il aurait dit « Ah, ça, oui, effectivement. » Mais bon, c'est un peu décalé. Mais pour dire que la proposition de suggestion, il faut qu'elle soit effectivement très bienveillante, très adaptée, voilà, pas manipulée, mais... Voilà, c'est comme si ça vient de la tête de la personne. Je ne sais pas si ça répond exactement. Voilà, c'est en moi et je l'ai perçu. Et effectivement, ah oui, si, oui, ça j'y avais pensé. Ah oui, très bien. Et en quelque sorte, la suggestion est acceptée. J'ai vu une patiente il y a quelques jours qui me dit il faudrait que j'arrête de fumer. Je dis ouais, très bien. Alors je dis on y va. Alors elle me dit oui, mais pas pour aujourd'hui. Hein. J'arrêterai cet été. Ah, je lui dis mais on fait quoi alors ? Ah, d'accord. Donc on prépare, on fait une séance pour que cet été vous arrêtiez. Elle me dit oui. Bon, d'accord. Je la croise dans la rue, je sors du bureau, je la croise dans la rue, elle fume une cigarette. Je lui dis vous n'avez pas lâché ?
Elle me dit non, je vous ai dit cet été. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est vraiment le chemin du patient. La proposition, c'était qu'elle se mette juste sur le chemin. Elle était contente, elle était très contente. Je suis sur le chemin, cet été, je m'arrêterai. Et elle va le faire, hein, parce on sentait une décision. Bon. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Ça va, Monique, je n'ai pas dit trop de bêtises. Celui-là, voilà. Merci à Jean-Marc Benayem et surtout merci aux 4 intervenantes et intervenants de la matinée. Et bravo. Nous allons pouvoir conclure cette matinée. Évidemment, on est engagé dans une expérience, là, durant ces 2 jours, qui n'est pas des plus simples. On a compris que avec l'œuvre de François Roustan, il ne s'agit pas de parler d'un contenu et d'un langage, mais de l'ordre du vivant. Vous voyez aussi comme les thérapeutes ont pu commenter cette expérience, mais comme vite on glisse quand même vers cette tentation de faire langage à partir de ce qui n'est peut-être pas un langage. Hein, et peut-être que dans ce qu'évoquait François Roustan, qui était de faire le langage dans l'autre sens, c'est-à-dire quitter le langage, l'objectivation du langage pour revenir peut-être dans le corps et la présence. Et ça n'est pas facile, c'est un équilibre qui est évidemment subtil entre parler de ce que l'on fait, mais sans trop vouloir non plus en parler pour revenir à l'expérience et à l'être. Jean Dubuffet disait, le peintre, il disait une belle chose, quand on parlait de ses œuvres, il disait « assez d'explications, cela asphyxie le sens ». Et je pense qu'on doit veiller effectivement à ne pas rentrer dans une construction théorique de l'expérience, mais à voir comment nous pouvons profiter de ce moment de partage pour se plonger dans l'expérience. En tout cas, j'ai eu du plaisir à conduire cette matinée. J'ai trouvé les 4 interventions magnifiques. Félicitations. Et on se réjouit évidemment de cet après-midi, puisque nous allons parler avec les gens, avec les personnes qui sont dans le langage et dans la pensée aussi, avec les philosophes, et ça sera probablement aussi, c'est toute une autre facette de François Roustan qui sera passionnante aussi pour nous. Et alors nous reprenons, si je vais faire à 14h30 directement ici, et pour les personnes qui sont en ligne, elles se brancheront à ce moment-là. Merci et bon appétit. Merci Eric.